Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La deuxième partie de Priorité au décryptage. Un peu plus de 100 jours de pouvoir et Emmanuel Macron a totalement refondu cette semaine l'organisation de sa communication. Preuve que ça ne fonctionnait pas très bien entre lui et les journalistes, entre lui et les Français. Alors sa nouvelle méthode, on va en débattre dans un instant avec tous nos invités. Ils sont bien là. Mais d'abord, les premières explications, c'est avec Olivier Boulinc. 22 pages dans le magazine Le Point. C'est tout simplement la plus longue interview jamais donnée par un président de la République en exercice. Une volonté d'expliquer les réformes à venir. Fini la discrétion présidentielle à laquelle Emmanuel Macron prétendait quand il était candidat. Je serai le maître de mes propres horloges. Je ne suivrai pas le rythme qui plaît aux médias ou aux commentateurs de la vie politique. Je suivrai le rythme que j'ai décidé pour faire des choses utiles pour mon pays. Depuis, les sondages ont eu raison de cette volonté de se placer au-dessus de la mêlée. Pour enrayer la chute de sa cote de popularité, Emmanuel Macron revoit sa stratégie de communication. Et pour ça, il a débauché un journaliste, Bruno Roger-Petit. Celui qui était éditorialiste pour le magazine Challenge est déjà très proche du couple présidentiel sort de l'ombre pour devenir porte-parole de l'Élysée. Son conseil, faire en sorte que le chef de l'État ne s'isole pas dans sa tour d'ivoire, qu'il donne l'impression de rester proche de ceux qui l'ont élu et faire oublier ce surnom, Jupiter, qui lui colle à la peau. Pour cela, un média sera privilégié, la radio, qui a comme avantage pour le président de toucher un public large et populaire. Que de choses à décrypter. Ruth El-Krief, bonjour. Merci d'être l'éditorialiste évidemment BFM TV. Frédéric Fosciani, bonjour, spécialiste des réseaux sociaux, directeur général de l'agence QSN Digital. Arnaud Benedetti, bonjour, professeur associé en histoire de la communication à Paris-Sorbonne, auteur de La fin de la com. On verra si elle est vraiment finie cette communication. Et Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence de communication Coriolink. Bonjour Philippe. D'abord, Ruth, une première question. Pourquoi avoir tout refondu cette semaine? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est parce que vraiment, il y avait un malaise entre Emmanuel Macron et les Français, Emmanuel Macron et les journalistes? Il a été élu et puis tout d'un coup, il a en quelque sorte disparu. Et les Français se sont dit, mais où est-il? Alors oui, il nous a envoyé des cartes postales. On a bien vu les photos du maillot de l'OM, des balades, du blouson en cuir, des bains de foule. Mais il nous a en quelque sorte manqué. Il n'était plus là. Et en fait, il ne fait que revenir. Je ne dirais pas qu'il a tout changé. Je pense que simplement, il est revenu. Et il est revenu à de meilleurs sentiments peut-être à l'égard des journalistes, on va en parler. Et aussi, il a pris conscience que les Français l'ont élu lui et que c'est de lui qu'ils ont envie d'entendre les explications. Par ailleurs, il y a eu un sentiment peut-être de malaise des Français qui se sont dit on a élu quelqu'un qui nous a promis de tout changer. Et puis tout d'un coup, des petites mesures très technocratiques et qui sont apparues comme des sanctions. Sans vision d'ensemble, sans explication du projet. Parce que je pense qu'Emmanuel Macron a s'est dit mais j'ai tout expliqué pendant ma campagne et maintenant il faut que je réhabilite le rôle du président et que je sois bien au-dessus. Certes, mais les Français, ils sont comme tout le monde. Ils zappent, ils partent, il faut leur réexpliquer, c'est normal. Vous savez, quand vous allez chez le dentiste ou quand vous montez dans l'avion et qu'il va y avoir des turbulences, vous préférez savoir comment va se passer le voyage. C'est mieux d'expliquer avant de faire mal, voilà. C'est ça que vous voulez dire. Et même si on a mal, eh bien, on se dit, au moins on sait comment ça va se passer. Alors, je pense que là, c'est ce qu'il faut faire. Il y avait aussi une sanction des chiffres. On va regarder, parce qu'on parle beaucoup de la popularité d'Emmanuel Macron, mais on va regarder surtout la chute dans les sondages. On en parle tellement. Entre le mois de mai, élection des présidents Sarkozy, Hollande et Macron, et la fin août, la rentrée, Nicolas Sarkozy avait pris 4 points, François Hollande en avait perdu 7, Emmanuel Macron en a perdu 22. C'est une chute vertigineuse. Et vous le disiez, Ruth, il avait dit, Emmanuel Macron, je me tais, je parle pas trop. Est-ce que ça veut dire que le silence, ça paye pas? Ce qui est sûr, c'est qu'il manquait beaucoup aux journalistes, peut-être plus qu'aux Français, parce que manifestement, il y avait une demande de la presse au regard du comportement qu'il avait décidé d'adopter vis-à-vis de la presse et vis-à-vis des médias depuis qu'il est arrivé à l'Élysée. Et indéniablement, il a créé une petite frustration chez la part d'un certain nombre de vos confrères. Il y a autre chose qui a joué, parce qu'il y a la communication et puis il y a la politique. C'est que la difficulté d'Emmanuel Macron, c'est qu'on s'est très vite aperçu qu'il avait un entourage politique qui était un entourage politique qui peut-être manquait
d'une certaine forme d'épaisseur. Et quand vous n'avez pas les médias d'un côté, que vous vous coupez des médias, et que vous n'avez pas, par ailleurs, un relais politique suffisant et soutenu, et qu'en plus, vous prenez des mesures qui, sur le plan technocratique, peuvent, disons, irriter une partie de la population, ben, vous créez des conditions d'un décrochage dans les sondages qui, finalement, je veux dire, n'est pas tellement surprenant. Je voudrais votre avis à tous les deux, spécialistes des réseaux sociaux, communicants. Emmanuel Macron avait repris finalement un peu la doctrine de Jacques Pillan, la théorie du désir. On parle peu, on se fait désirer pour pouvoir être mieux mis en valeur quand on vient dans les médias. Est-ce qu'à l'heure des réseaux sociaux, du numérique, c'est juste plus possible ? Très clairement, on a bien vu que son positionnement était d'essayer de se mettre au-dessus de la mêlée, à l'image d'un François Mitterrand, sauf qu'on n'est plus en 1981. Aujourd'hui, la communication, elle est omniprésente, et notamment avec les réseaux sociaux, il y a une attente. L'erreur assez classique, finalement, qui a été reproduite, ça a été de considérer que la campagne s'arrête à partir de l'élection. Et on a bien vu qu'il y a eu un changement considérable dans sa façon de communiquer, pendant la campagne et après la campagne. Si on regarde également ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux du candidat Macron et du président Macron, à partir de l'élection, il y a eu une chute vertigineuse de l'activité de ces comptes, de ces réseaux sociaux. Pour vous donner juste deux, trois chiffres, au mois d'avril, c'est plus de 200 publications qui ont été diffusées sur son compte Facebook. Sur le mois de juillet, c'était 60. Sur le mois d'août, c'est 20. Donc, si vous n'êtes pas présent en termes de communication, il ne faut pas compter que cette communication soit relayée et que le message puisse passer. Jacques Isabello, ils attendent quoi concrètement les Français? Comment on fait pour leur parler? Parce qu'on voit les réseaux sociaux, alors ils étaient moins présents, mais quand même, il était là. Comment on fait? Eh bien, la communication du président de la République est en train d'être ubérisée. Revenons un petit peu en arrière. Rappelez-vous les médias, il y a 15 ou 20 ans, quand le numérique est arrivé, moins de petites annonces, le contenu gratuit et plus de publicité. Et là, les médias se sont dit, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus comment gagner de l'argent, on ne sait plus monétiser notre modèle. Et puis, en matière de communication, pour faire un parallèle, on avait notre grand maître Jacques Pillan, comme Serge Moiti est le grand maître du débat. Je l'ai cité comme ça, mais on a dit qu'on faisait du décryptage. Jacques Pillan, communicant de François Mitterrand, de Jacques Chirac dans les années 80. Voilà. Et avec Jacques Séguéla, ils ont réinventé la manière de communiquer du président de la République, et notamment par l'intermédiaire des outils audiovisuels. Et puis, on a eu l'hyper-président Sarkozy, qui a dit, moi, je vais inventer de nouvelles règles de communication. Ça n'a pas marché. On a eu le président normal qui il a tenté d'imposer de nouvelles règles de communication. Eh bien, Emmanuel Macron en est là, c'est-à-dire que sa communication, elle est ubérisée. Et vous l'avez bien vu, il vous a dit de manière assez sentencieuse, moi, personne ne me dictera mon rythme. Ça a énervé tout le monde sur les plateaux. Celui qui disait grand maître des horloges, il mettait 10 balles dans un... Donc il y a eu ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne sait toujours pas quelles doivent être les règles à appliquer, quelles doivent être les 15 règles pour répondre à tout ça. Il va les découvrir au fur et à mesure. Il tente des petits aménagements, mais avant tout, les Français, après cette grande campagne politique, vont attendre des résultats, et très rapidement, parce qu'ils sont au courant des nouvelles règles de communication, ils vont être eux aussi sentencieux et en tout cas terriblement autoritaires dans la manière dont ils vont juger ces prestations. Alors justement, il y a eu 2 aménagements cette semaine. Le premier, ça a été la montée au front des ministres. Si vous n'avez pas regardé la télé cette semaine, c'est simple, ça ressemblait à ça. Léa Salamé, votre invité ce matin est le secrétaire d'État chargé du numérique. Bonjour Mounir Majoubi. Bonjour. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, est notre invité ce matin. Bonjour. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Bonjour Bruno Le Maire. Christophe Castaner, bonsoir. Bonsoir. Merci Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics, d'être venu ce matin. Bonjour Bruno Le Maire. Merci Jean-Michel Blanquer. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, est notre invité. Bonsoir Benjamin Griveaux, merci d'être sur notre plateau. Notre invité, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert, bonsoir. Muriel Pénicaud, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Jean-Yves Le Drian. Merci. Omniprésence des ministres, on les avait pas vus, ils avaient disparu, ils étaient là cette semaine. Il était temps, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a manqué de relais. Je voudrais revenir juste à l'origine de ce rapport à la communication d'Emmanuel Macron. D'abord, il faut partir d'un principe. Il a beaucoup de talent dans la communication, c'est-à-dire qu'il a un charisme qui a fonctionné pendant la campagne présidentielle, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est indéniable. Mais il a, à mon avis, commis l'erreur de vouloir être
faire absolument l'inverse de son prédécesseur de façon systématique. Effectivement, François Hollande avait sans doute abusé de cette relation avec les journalistes. Il en a donné le sentiment, en tout cas. Mais il y a bien un juste milieu. Et c'est pas, à mon avis, la corporation des journalistes qui est frustrée. Je veux dire, ça va un peu au-delà. On voit bien les sondages, c'est pas les journalistes qui font les sondages. Je pense que les journalistes représentent un relais, ont un rôle social, ont une fonction, et que dans le fond, Emmanuel Macron ne trouve pas encore, mais ça va pas tarder, la bonne distance, c'est-à-dire ni trop près ni trop loin. On est d'accord. Il a fait des erreurs politiques quand même. Et nous comme journalistes, on est d'accord, c'est bien ce qu'on demande. Il n'est pas question d'être trop près, il n'est pas question d'être trop loin, mais on a une fonction qui est qu'on relaye et qu'on explique et qu'on décrypte. Et puis je vais vous dire, interviewer un président, lui poser des questions qui peuvent paraître un peu désagréables et un peu punchy, les Français aiment ça, ont envie de ça. Ils veulent que leur président résiste aux assauts et qu'il tienne et qu'il montre qu'il est bien. C'est comme ça qu'on s'explique le mieux, mais bien le sûr, plus souvent. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous présenter quand même le deuxième élément de la semaine. Évidemment, le deuxième élément de la semaine, c'est un homme, vous parliez du rapprochement en route entre les journalistes et les politiques. C'est lui, Bruno Roger Petit, 54 ans, journaliste sur France 2 jusqu'en 98 et puis éditorialiste pour le site de Challenge. Et puis aujourd'hui, voilà, son vrai titre, c'est porte-parole de l'Élysée. Ça, c'est bien. Ça crée encore plus de confusion. Comment on l'explique, comment on le décrypte? C'est pas neuf. C'est pas neuf. En effet, que des journalistes prêtent leur service à des hommes politiques, ça s'est toujours fait. C'est pas une nouveauté, c'est pas une révolution. C'est un trajet aller, il n'y a pas de retour. Oui, il n'y a pas de retour. Mais en tout cas, alors la nouveauté, c'est qu'en effet, c'est qu'il devient. Il n'est pas responsable de la communication. Claude Sérillon était responsable de la communication. Il va porter la parole présidentielle, porter la parole élyséenne, ce qui est un peu différent. Mais pour en revenir à ce que nous disions auparavant, en effet, ça montre qu'il y a aujourd'hui un souci de communication qui est pris en compte à l'Élysée et qu'on considère que la communication telle qu'elle a été déclinée ces dernières semaines n'est pas tout à fait optimale. Mais ça veut dire quoi sur le fond? La communication, c'est quoi à l'origine? La communication, c'est de maîtriser, de domestiquer sa relation à l'opinion publique, de maîtriser sa parole et de maîtriser son expression. Ce que pouvait faire François Mitterrand dans les années 80, même ce que pouvait faire Jacques Chirac dans les années 90, n'est plus tout à fait possible aujourd'hui parce que le paysage politico-médiatique a considérablement évolué, notamment sous l'effet de l'émergence d'Internet, des réseaux, et aussi on est sur une chaîne continue. Donc la maîtrise de la communication qui était au cœur des stratégies politiques, elle est beaucoup moins aujourd'hui rendue possible parce que tout simplement l'environnement a considérablement évolué. Jacques Isabello, juste d'un mot, vous vous êtes fait piquer votre boulot. Est-ce qu'il est mieux placé? Non, alors, pas le vôtre évidemment directement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est très très utile. Mais alors, vous trouvez ça bien, journaliste, vous savez, porter une parole présidentielle? En matière de nombre de morts par balle par an, les Américains sont les meilleurs. En matière de communication, les Américains sont aussi les meilleurs. Ils ont inventé, on regarde ce qu'ils font et on fait ce qu'ils ont fait. Aux États-Unis, il y a un porte-parole. Il fait partie du bureau exécutif du président de la République. Il a une vraie fonction dans l'administration et il est au quotidien chargé de répondre ou de ne pas répondre aux questions. Il est là pour créer ce mouvement, ce décryptage que le président ne doit pas, n'a pas le temps de faire et que les autres hommes politiques ne sont pas en capacité de faire. Donc si Bruno Roger Petit fait ça et qu'il fait ça pour vous faciliter le travail afin que vous expliquez à l'électeur pourquoi la politique c'est important, parce que la politique c'est important et que c'est un vrai job, tant mieux. Si maintenant il a été choisi parce qu'il est journaliste et qu'il pense à l'Élysée que Bruno Roger Petit va restreindre votre parole, c'est une faute mais catastrophique. Vous savez très bien que ça n'est pas possible. Vous avez, grâce à votre carte de presse, une indépendance qui est chevillée à votre fonction. Et puis, si moi j'essayais de le faire, vous seriez sympa avec moi, mais comme tous les métiers, avec un ancien journaliste, vous ne lui pardonnerez rien. C'est ce qu'on peut faire. Frédéric Foschiani, les réseaux sociaux, ils tiennent quelle place dans cette communication d'un président aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils en attendent, les Français? Les réseaux sociaux, aujourd'hui, il faut les considérer comme un outil de communication complémentaire, au même titre que n'importe quel autre outil ou levier. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la solution miracle. Ce n'est pas ce qui va remplacer autre chose. En revanche, pour des personnalités politiques, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est incontournable. Ils ne peuvent pas être absents. Après, il faut savoir bien les utiliser. On voit régulièrement, et ça a été le cas notamment au sein de ce gouvernement et auparavant, qu'on peut commettre des erreurs considérables en communiquant de façon maladroite au travers des réseaux sociaux. Donc, ce qui va être important, c'est justement que la parole ne soit pas portée
que par le président de la République, mais qu'ils utilisent l'ensemble des leviers à leur disposition. Là, ils commencent avec les médias traditionnels, Le Point, donc un journal. Ensuite, il y aura certainement de la télé, de la radio, etc. Il va falloir qu'ils s'impliquent davantage, qu'ils réutilisent les réseaux sociaux pour relayer davantage leurs messages. Alors, bien sûr, il faut que le gouvernement, ils ont commencé à jouer leur rôle de relais, mais il va falloir aussi qu'ils s'impliquent davantage. On a vu que les réseaux sociaux, ils avaient décliné en termes d'implication. S'ils veulent que, notamment leur base, il va falloir impliquer leur base et les personnes qui ont permis l'élection d'Emmanuel Macron puissent relayer les messages. Si on prend l'exemple de l'interview du Point d'hier, elle s'adresse quand même, c'est un petit peu élitiste, j'aime pas le terme d'élite, mais elle ne s'adresse pas à l'ensemble des Français. Elle est dense. Elle est dense, et puis tout le monde... Passionnante, mais dense. Et puis tout le monde ne lit pas le Point. Et on sait que c'est pas voit très bien quelle est la cible qui aujourd'hui porte le plus. Voilà, qui est envisagée. On sait que ce qui porte le plus, c'est de venir chez Routel Krief à 19h. Le message est passé pour Emmanuel Macron. Mais si on veut... Le Premier ministre sera cette semaine. Eh ben voilà. Déjà une info. Juste terminer, si on veut que le message soit relayé à l'ensemble, il va falloir utiliser d'autres leviers qui sont utilisés par d'autres personnes. L'article du Point hier, il a été relayé sur les réseaux sociaux d'Emmanuel Macron, juste au travers d'une citation. Alors, question des téléspectateurs, évidemment, pour alimenter notre débat. Première question, alors que les Français critiquent les liens entre journalistes et politiques, nommé Burp, Bruno Roger Petit, porte-parole, n'est-il pas contradictoire? En un mot, oui, non, je pense que... Alors, je veux vous rappeler que Tony Blair avait Alistair Campbell, qui était un journaliste qui a été un très grand talent dans la communication. Tony Blair a réussi, en tout cas cela, personne ne peut le nier. Que la chancelière Merkel a un journaliste comme porte-parole. Il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le journaliste, en l'occurrence Bruno Roger Petit, il a à la fois un rôle vis-à-vis de nous, médias, et des Français, mais d'une certaine façon, ce que j'espère en tout cas, c'est qu'il va pouvoir aussi expliquer et dédramatiser la relation d'Emmanuel Macron, président, avec la presse. Il a été traumatisé, Emmanuel Macron, par l'affaire de la Rotonde. Il a détesté la couverture de la Rotonde. Bon, très bien, c'était une forme de baptême du feu. Jusqu'à présent, ça fonctionnait, puis tout d'un coup, bon. Mais en fait, c'est passé ensuite, et on est passé à autre chose. Mais Bruno Roger Petit, son rôle, ça sera aussi de lui dire, il y a un jour une mauvaise interprétation de ce que vous avez dit, Monsieur le Président, demain, ça sera différent, il faut travailler là-dessus. Et donc, c'est une forme de lien, d'intermédiaire, et je pense que ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que pendant les mois qui ont précédé, Bruno Roger Petit, on l'avait vu, connaissait bien le président et relayait un peu sa parole de fait naturellement. Ces ambiguïtés-là, c'est vrai qu'elles sont un petit peu problématiques. Chez les téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup Routel Krief, merci Frédéric Fauchani, merci Arnaud Benedetti, merci Jacques Isabello d'être venu nous aider à décrypter cette refonte de la communication d'Emmanuel Macron. Priorité au décryptage numéro 1, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain, alors pas à 14h, parce que demain ce sera priorité au direct à 14h avec Laurent Wauquiez qui s'exprimera son programme pour la présidence des Républicains. Mais priorité au décryptage, ce sera à 17h pour décrypter justement le futur visage de la droite, notamment. À demain.